Donc bonjour, comme le disait Maria, je m'appelle Clémentine de Bar-Lewandowski, donc je suis architecte. En effet, j'ai eu plusieurs vies. Là, c'est une autre vie que je vais vous présenter, c'est ma nouvelle vie, entre guillemets, depuis ces dernières années. Donc je suis architecte et artiste et j'ai fondé un studio de recherche et de production plastique basé sur des investigations in situ dans des environnements qui sont tout autant naturels qu'urbains. Et ces investigations, je les mène principalement avec deux médiums qui sont les relevés photographiques et des empreintes que j'appelle empreintes documentaires. Et ces photos et à la fois ces empreintes, leur but, ou en tout cas ce que j'espère, c'est qu'elles racontent un ensemble d'histoires du paysage et de l'environnement. Et donc je les appelle ces histoires environnementales avec un petit H et un petit E. Et ça permet de raconter un ensemble de détails, de matière, de plein, de vide, une sorte d'essence des choses. Mais donc ma présentation aujourd'hui, elle s'appelle From Landscape to Materials, an Exploration. Donc j'aimais bien ce titre parce qu'il y a une première partie qui est vraiment l'observation, et je pense que c'est l'observation de ce qui nous entoure, c'est quand même ce qui finalement nous réunit aussi aujourd'hui. Et an Exploration, c'est un peu la deuxième partie, c'est finalement ce que j'en fais, ce que j'en produis de ces investigations sur site. Et donc ce qui m'intéresse moi dans cette phase d'observation, c'est évidemment une espèce de compréhension et d'appréhension du territoire, mais aussi de se demander finalement qu'est-ce qu'on observe de ce qui nous entoure. Attendez. Ça ne marche pas. Là, c'est celle-là. Merci. Donc oui, ce qui m'intéresse, c'est de se demander qu'est-ce qu'on observe finalement de ce qui est autour de nous et surtout, est-ce qu'on arrive à observer à la fois les éléments humains et les éléments non humains et de ne pas dissocier ces sujets d'observation. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire quand j'entame un nouveau projet. Et c'est un peu la même chose pour les éléments naturels et artificiels, même si quand on parle d'éléments naturels, souvent on essaye de chercher une sorte de nature originelle qui existerait et qui est un peu finalement difficile à construire. Et il y a un autre élément que j'utilise un peu comme une sorte de grille d'observation, c'est cet effet d'intrication de logique qu'on peut voir dans un environnement. Donc ça va être la géologique, la topo, archéo, oro, socio, ethno, et d'essayer au travers de toutes ces intrications de reconstituer une histoire, de reconstituer un paysage et de se demander comment ces éléments non humains, notamment, ont infusé, en tout cas ont participé au fonctionnement humain et à la création de nos organisations d'une manière générale. Et du coup, ce processus d'observation du territoire, souvent j'essaie de me dire qu'est-ce qui était finalement au début de ce que je vois dans mes recherches. Et souvent je reviens au sol, souvent parce que je me dis qu'on n'est jamais sur une page blanche, et même si on ne le voit plus, ce sol, pour beaucoup d'endroits, c'est ça finalement qui fait un peu le début de tout et qui implique du coup un relief qui a impulsé les types d'implantation du patrimoine construit, qui influence donc nos ressources pour la construction, etc. Et qui va même finalement donner des conditions pour le développement de tel et tel type de société, de savoir-faire, d'agriculture, etc. Et il y a quelqu'un qui a fait une conférence il y a quelques années ici à Louma, qui a utilisé un terme qui m'a beaucoup marqué et qui est là dans la salle, qui est à gauche, je crois, Grégory Quesnay, qui parlait de géographie sans sol. Et il a dit un truc que j'ai trouvé vraiment super. Il disait il faut repartir du sol et du climat. Qu'une ville, c'est pas une surface plane avec des trucs posés dessus, mais une ville, c'est un sol et aussi un sous-sol. Et les images que vous voyez ici, c'est notamment un projet que je vais vous présenter juste après, où le sol et le sous-sol étaient extrêmement importants. Et donc le dernier point qui m'importe beaucoup, c'est de penser aussi ce territoire et cette géographie, pas comme quelque chose de figé,
mais de quelque chose qui est évidemment mouvant, alors fragile, en érosion pour beaucoup de parties, mais en tout cas qui a une espèce de géométrie variable et qu'on évidemment continue aussi de faire évoluer par moments un peu de la mauvaise manière. Et donc je vais vous présenter 4 projets. Il y a 2 projets qui sont des études en montagne, un qui se passe dans le sud de l'Espagne et un dans le Béarn, sur un territoire qui est très marqué par les gaves, donc les torrents de montagne, et 2 projets côtiers, j'espère que je ne vais pas être trop longue, un qui est dans le Var et un autre qui est dans le Pays basque espagnol. Et puis il y a quand même un dernier aspect qui est important après cette observation-là, donc c'est ces empreintes documentaires et c'est ces relevés photographiques que je fais. Et pourquoi l'empreinte ? Pour moi, l'empreinte, c'est un témoin tangible, physique, que je suis capable de créer, mais sans modifier du tout l'environnement dans lequel je me situe. Et l'empreinte, c'est un protocole assez particulier. Georges Didier Obermann l'a raconté dans La ressemblance par contact, dans un livre qui date de 2008, où il dit l'empreinte suppose un support, un geste qui l'atteint. Moi, dans mon cas, c'est l'application du poids de mon corps à répétition, alors c'est ma main, mon bras, etc., donc sur un morceau d'argile. Donc le support, le geste qui l'atteint et un résultat mécanique qui est une marque en creux ou en relief. Et finalement, c'est une technique qui est assez archaïque et assez primitive, mais ce que j'en ressens, ou en tout cas ce que j'en retire, c'est que finalement c'est aussi capable de capter une essence des formes, presque sans artifice, d'une certaine manière. Et aussi, ça incarne finalement une image un peu à double face, comme c'est le positif, il y a le négatif, etc., dans le phénomène de l'empreinte, mais il y a à la fois donc, une relation au support qui est super direct, puisque c'est le négatif du support qu'on a sélectionné, mais aussi ça engage un nombre assez incalculable de relations abstraites, que ce soit dans les effets de pareidolie qu'on peut y voir, parce qu'on se réimagine finalement d'autres histoires qui sont des fois déconnectées du support en lui-même, mais aussi ce phénomène de mythe, de fantasme et qu'il y a autour des empreintes. Donc le premier projet, donc c'est celui qui se situe dans le sud de l'Espagne, c'est dans les Cordillères Bétiques. C'est vraiment un microclimat complètement humide au sein de cette Espagne assez aride, donc c'est entre Séville et Gibraltar. Et cette étude-là, elle portait sur un petit village de maroquiniers qui est coincé un peu dans les rochers et qui donc un savoir-faire qui est hyper particulier. Et donc la démarche qu'on a fait, je dis on parce que c'était un assez gros projet, on est resté quasiment 1 mois et demi sur site avec Alice et Annabelle, mes collaboratrices. Et donc on s'est demandé quelle était finalement l'essence de ce territoire, quelle en était son image, et aussi comment il s'est formé, comment s'est organisé pour finalement presque comprendre comment ce savoir-faire était né dans ce petit endroit complètement perdu. Et sur l'image que vous voyez à droite, c'est finalement la première chose qu'on a fait quand on a commencé cette étude, c'est de revenir au sol, c'est ce que je disais dans l'intro, et de se dire qu'est-ce qui finalement a démarré tout ça. Et donc là, ce que vous voyez sur l'image, on voit 2 couches assez nettes. On a une couche jurassique et la couche crétacée, qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés, qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, et qui ont été assez majeures sur le territoire, parce qu'il y en a une qui est qui a été plus propice au développement de la flore notamment. Et comme donc, ce territoire de microclimat humide avait de la flore, ils avaient des bêtes, donc ça fait tout de suite un lien, en tout cas, avec leur capacité à produire de la maroquinerie. Et donc on a, pour comprendre tout ce territoire-là, on a traversé à peu près, on a fait 10 sites différents, il y a eu 1200 km parcourus, on a quasiment fait 1000 empreintes sur ce territoire. Et voilà, donc ça c'est un des exemples des empreintes qu'on a pu faire sur ce territoire. Et cette partie-là, elle illustre une partie de l'enquête, donc sur ces roches jurassiques qui ont une énorme érosion qui s'appelle une carsification et qui en fait c'est aussi pour ça que ce territoire a pu développer de la maroquinerie, c'est parce que l'eau s'est infiltrée, a complètement fendu les roches. En fait, tout le territoire est extrêmement fourni en termes, il y a un maillage d'eau assez impressionnant et de grottes et d'éléments qui viennent alimenter du coup cet élément-là. Et puis il y a un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur cette couche crétacée rouge qui a permis le développement des forêts, c'est aussi qu'ils ont eu un arbre qui est assez incroyable, qui est du coup le chêne-liège. Ils n'ont pas fait des bouchons comme certains, eux ils ont extrait du tanin. Et donc une autre partie de l'enquête sur ce projet, c'est donc ce relevé photographique qu'on a fait dans les villages, où on voit bien l'intrication du coup de ce qui est finalement les effets des humains et les effets des non-humains, et comment l'architecture, l'urbanisme s'est débrouillé de ce relief-là.
et a créé une sorte de poésie finalement au sein du village, parce que même ces enduits à la chaux sont tracés, finalement soulignent ces pierres, vous avez des aménagements qui viennent s'emboîter les uns dans les autres, on ne sait plus vraiment qui finalement était là de l'un de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est une des images de cet inventaire qu'on a fait pendant plusieurs mois. Donc le deuxième projet qui se situe dans le Béarn, là l'idée c'était de mettre en exergue l'utilisation de la ressource minérale dans l'architecture. Mais quand on est arrivé sur site, on n'avait pas d'idée préconçue là-dessus, c'est vraiment quand on s'est baladé dans cet univers-là où on s'est rendu compte que ce sol qu'on ne voyait plus finalement était transparaissait par l'architecture traditionnelle. Et donc on a remonté un peu le fil de l'histoire. Donc c'est cette architecture traditionnelle faite de galets de rivière. On a finalement fait une étude sur les gaves en eux-mêmes et d'où provenaient ces galets, comment est-ce qu'ils étaient appareillés, la taille qu'ils avaient, le type de matérialité qu'ils avaient, et aussi finalement comment ils avaient été mis en œuvre et comment ils avaient été glanés et surtout où. La carte postale que vous voyez là, ça illustre le fait aussi que quand finalement c'était un glanage qui était presque fait en famille et qui était finalement absolument spontané. Et ce qu'on a pu remarquer dans l'inventaire, qui est assez marquant dans l'inventaire qu'on a pu en faire, mais qui est aussi très présent dans les relevés photographiques, c'est finalement comment avaient été utilisées les différentes tailles de galets, à la fois pour des éléments plus structurels, comme on voit sur la droite, ou des éléments beaucoup plus ornementaux sur la gauche, mais on retrouve aussi ces disparités, et en tout cas ces différences et cette espèce de variation dans les choix d'appareillage, aussi suivant où ça se situait le long des gaves. Alors il y a la matérialité qui change puisque c'est pas issu des mêmes couches géologiques et les torrents n'ont pas charrié les mêmes choses, mais aussi suivant l'intensité des courants, etc. On retrouve dans des villages des pierres beaucoup plus petites ou beaucoup plus arrondies, beaucoup plus aiguës, etc. Donc on a fait voilà, tout un ensemble. C'est un extrait du coup de ce qu'on a produit sur place. Donc on voit les différentes échelles et les différents types d'appareillage, etc. En fougère. Et pour les 3 minutes qui me restent, je vais passer très vite sur les 2 sujets littoraux. Ça, c'est un projet qui s'appelle Opérosa Antra. C'est un nom que c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Henri Lavagne, en 1987, qui est un archéologue, et qui racontait une histoire sur ces villas romaines qui avaient ces grottes comme espace entre naturel, artificiel, et donc on avait tout un imaginaire là-dessus, et donc on a voulu recréer pour cette exposition une grotte finalement située, et de se dire qu'est-ce qu'il y a donc sur ce littoral-là autour de ce lieu d'exposition, donc entre Toulon et Hyères. Donc on a traversé l'ensemble de ce littoral et on a voulu encore une fois rechercher le sol et mettre en avant aussi ce qui est finalement complètement transformé sur ce littoral où on ne voit absolument plus le sol, soit transformé par de l'aménagement public, soit par aussi des aménagements privés et des maisons privées qui ont accès à la côte. Donc ça, c'est une des dernières images de ce projet-là pour aussi vous montrer donc, finalement le résultat de cette enquête sur ce territoire avec donc 2 échelles de photographie. Et je finirai donc par ce projet dans le Pays Basque qui était encore une autre manière je pense, d'observer sur une thématique qui là était uniquement focalisée sur l'érosion de ce territoire. Donc c'est des relevés qu'on a fait en itinérant sur ces 80 km de long, uniquement au début sur du relevé photographique. Donc vous voyez, ça c'est un des exemples du coup d'un des séquençages qu'on a fait, où l'idée c'était de retransmettre du paysage kilométrique à gauche, parce qu'en fait c'est une falaise, au paysage métrique, parce que ça fait à peu près 1,50 m, jusqu'au paysage millimétrique, et d'avoir comme ça cette espèce de mise en abîme liée donc à un ensemble d'empreintes. Ce qui est assez marquant et pourquoi on a choisi ce territoire-là, et peut-être aussi parce que j'avais une sorte de sentiment d'urgence, je crois, qui m'a habité pendant ce projet, c'est que la composition du littoral, c'est beaucoup de cette formation géologique qui s'appelle des flysch, donc c'est des strates, une accumulation de strates comme ça qui était le fond de cette mer qui existait avant les Pyrénées, qui s'est soulevée lors de la formation des Pyrénées. Et en fait, c'est hyper brutal et c'est hyper impressionnant quand il y a ce phénomène d'érosion, parce que vous avez des pans entiers qui tombent dans l'eau, et donc des pans, des millions d'années
qui partent. Et donc on en a fait un inventaire en plâtre notamment, pour pouvoir finalement ces empreintes-là de ces paysages qui disparaissaient, pouvoir en refaire, de pouvoir retirer, de pouvoir couler de la terre dans ces moules en plâtre et de pouvoir, comme si on voulait, diffuser ce savoir qui disparaissait. Et c'est finalement un des projets un projet qui est toujours en cours et qui est un peu un attachement spécial pour moi, parce que les empreintes qu'on a pu en faire et les moules en plâtre qu'on a fait, finalement, quand on revient, il y a toute une partie qui a déjà disparu, et ces empreintes-là, finalement, ont quitté leur statut d'empreinte uniquement, mais sont passées un peu à ces reliques de territoires qui nous échappent. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mes histoires.